Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Conseil européen se réunira les 24 et 25 juin et abordera la question de la liberté de circulation et notamment la réforme de l'espace Schengen ou encore le pacte sur la migration, que j'aborderai dans un second temps. Bien évidemment, le sujet des déplacements au sein de l'Union européenne en cette période de crise sanitaire sera lui aussi abordé et c'est sur ce thème que je souhaite commencer mon propos, même si beaucoup de choses ont déjà été dites ou rappelées. En effet, si l'épidémie commence à perdre de l'ampleur en Europe, notamment grâce aux campagnes de vaccination, il faut rester vigilant et prendre certaines mesures pour limiter les risques de reprise. C'est l'une des raisons pour laquelle il a été décidé de mettre en place un certificat d'hiver. Il permettra aux citoyens européens de prouver qu'ils sont soit vaccinés, soit qu'ils sont négatifs à la Covid, soit suite à un test, soit qu'ils se sont remis de la maladie et possèdent donc des anticorps. Les ressortissants européens disposant de ce certificat pourront alors circuler dans l'Union européenne, mais aussi en Islande, au Liechtenstein et en Norvège, ainsi qu'en Suisse, si les négociations aboutissent. Il faut saluer le fait que la vaccination ne sera pas obligatoire pour circuler. En offrant la possibilité de voyager, également en présence d'un test ou d'un certificat de récupération, l'Union européenne laisse plusieurs options à ses citoyens et il me semble qu'un arbitrage équilibré a été trouvé entre liberté fondamentale et sécurité sanitaire. Plusieurs garanties ont en outre été mises en place, telles que la limitation aux seules données médicales permettant d'attester de l'absence de contamination à la Covid-19, la protection des données personnelles ou encore la limitation de la durée durant laquelle le certificat pourra être exigé. Cependant, il reste en mon sens quelques points de vigilance ainsi que des écueils à éviter si nous souhaitons préserver au maximum les libertés de nos concitoyens. Ainsi, la question de la gratuité des tests se pose. Si les ressortissants français disposent de tests gratuits lorsqu'ils sont effectués en France, tous les États membres n'ont pas fait le même choix. Il existe des pays où les tests sont gratuits uniquement en cas de symptômes de la Covid, mais pas lorsque le test est effectué en vue d'un déplacement. Pourtant, en l'absence de généralisation de la gratuité des tests dans l'ensemble de l'Union européenne, nous prenons le risque de favoriser les personnes ayant les moyens de faire des tests, tandis que les plus défavorisés ne pourront en réalité pas jouir pleinement de leur liberté de circulation, puisqu'ils n'auront pas les fonds nécessaires pour se faire tester. Pouvez-vous donc, Monsieur le ministre, nous indiquer si la France soutiendra la gratuité des tests dans l'ensemble des États membres? Je souhaite en outre aborder un second point, celui des régions transfrontalières, qui, vous le savez certainement, me tient à cœur en raison de la proximité de mon département, la Haute-Savoie, avec la Suisse et l'Italie. Il existe à ce jour une règle dite des bassins de vie frontaliers, qui a été une réussite. Celle-ci prévoit que, pour les personnes résidant à moins de 30 km d'une frontière, la présentation d'un justificatif n'est pas nécessaire pour se rendre dans un pays frontalier. Il était en effet obligatoire de permettre aux travailleurs frontaliers de se rendre à leur travail, mais également permettre aux habitants de ces régions de conserver leurs habitudes de vie en les laissant aller voir leurs proches dans l'autre pays ou encore continuer à effectuer leurs achats dans l'état de leur choix. Cette règle était nécessaire pour préserver la liberté des habitants de zones frontalières et je tiens à souligner l'importance de son maintien à minima. Et je pense même qu'elle devrait être assouplie. Je vous ai d'ailleurs envoyé un courrier à ce sujet sans réponse à ce jour, car si la limite de 30 km était justifiée au plus fort de la pandémie, elle semble désormais trop limitative. En effet, il semble injuste que les personnes situées à seulement quelques kilomètres au-delà de cette limite ne puissent pas jouir des mêmes droits que les personnes se trouvant dans le même bassin de vie. À titre d'exemple, en Haute-Savoie, sur 278 communes, il n'en existe qu'une seule dont aucun des habitants n'est frontalier. Plusieurs se situent à plus de 30 km d'une frontière, et même les habitants qui ne travaillent pas en Suisse s'y rendent de manière assez régulière pour diverses raisons. À ce titre, puisque la situation sanitaire est désormais davantage stabilisée, il serait opportun d'étendre cette dérogation à l'ensemble des habitants d'un département ayant une frontière avec un autre État. La Suisse semble y être favorable. Les restrictions de liberté que cette règle induit sont maintenant disproportionnées et leur imposer la présentation d'un certificat vert à chaque fois qu'ils souhaitent se rendre dans un État voisin serait trop contraignant et porterait une atteinte trop importante à leur liberté de circulation. L'été dernier, cette exonération de justificatif avait été mise en place pour les départements frontaliers et aucune difficulté particulière n'avait été constatée. Rien ne semble donc s'opposer à ce que cette règle du bassin de vie soit abandonnée au profit d'une exonération pour l'ensemble des résidents d'un département frontalier. De ce fait, Monsieur le ministre, le gouvernement plaidera-t-il au Conseil européen en faveur d'un assouplissement des règles de circulation pour les habitants de départements frontaliers? Enfin, dans un nouveau registre, j'aimerais aborder la réforme de l'espace Schengen ainsi que le pacte sur la migration et l'asile. Si l'espace Schengen est l'une des principales réalisations de l'Union européenne et une avancée incontestable pour le marché intérieur, nous en connaissons tous les lacunes. Les menaces terroristes ayant émergé ces dernières années, la crise migratoire de 2015 ou encore la pandémie ont mis en lumière les défaillances de ce système. Et, sans bien évidemment revenir dessus, il est absolument nécessaire de mettre en place des ajustements pour y pallier.
La situation est bloquée depuis l'échec de la réforme du Code Schengen de 2017 et il est urgent que la Commission apprenne des erreurs qu'elle a faites avec ce premier projet, et ce tout particulièrement en matière de flexibilité quant au motif de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Autrement, il est certain que la réforme sera un nouvel échec. L'interopérabilité qui avait été promise pour 2019, mais dont nous n'avons toujours pas vu la couleur, doit également être mise en œuvre le plus rapidement possible. Enfin, la coopération policière et le renforcement de Frontex et Europol seront essentiels si nous souhaitons une réelle efficacité des contrôles aux frontières extérieures et ainsi éviter des rétablissements de contrôles aux frontières intérieures trop fréquents et leur impact négatif sur le fonctionnement de l'espace Schengen. Enfin, concernant le pacte sur la migration, il est là aussi nécessaire de tirer les conclusions de l'échec du pacte Asile de 2016. La gestion de la situation migratoire reste insuffisante et seule une réforme en profondeur permettra d'y remédier. Les discussions restent à ce jour compliquées, alors que la situation se fait de plus en plus urgente. En témoigne l'arrivée de milliers de migrants à Ceuta il y a quelques semaines. Bien qu'on ne puisse que saluer la volonté du Portugal de trouver une solution d'ici la fin de sa présidence au Conseil de l'Union européenne, je ne suis malheureusement pas optimiste sur un accord rapide en raison des distensions en interne que nous connaissons malheureusement que trop bien. La Slovénie prendra ensuite prochainement la présidence, mais il y a là aussi peu de chances qu'un accord voie le jour durant son mandat. Les espoirs reposent donc sur la présidence de la France qui débutera en 2022 et il est absolument nécessaire que le gouvernement anticipe et fasse preuve de leadership à ce sujet. Pourtant, j'ai cru comprendre que votre ministère ne pensait pas parvenir à un accord d'ici à 2022 et pencherait davantage vers une dimension externe par le biais de partenariats avec des pays tiers. Bien évidemment, aucune piste ne doit être laissée de côté et loin de moi l'idée de fustiger ces partenariats, mais nous avons constaté les limites de cette politique avec les récentes actions de la Russie et du Maroc. C'est pourquoi je souhaite insister sur l'absolue nécessité de ne pas relâcher les efforts pour un accord en interne. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que la voie d'un accord interne ne sera pas abandonnée sur la présidence de la France ? Par ailleurs, en ce qui concerne la réforme de l'espace Schengen, quelle sera la position du gouvernement quant au motif de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures et plaiderez-vous pour une accélération de la mise en œuvre de la réforme ? Je vous remercie.